Salut, avant ta vidéo, je voudrais te parler du partenaire du jour, l'Agence française de développement. L'AFD, c'est une agence qui accompagne et finance des projets partout dans le monde autour du climat, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Il y a énormément de projets à découvrir, je te mets un lien en description. Et maintenant, place à l'actu. On a appris la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre. Comment vous parlez de François Bayrou? Comment Avec une Putain, vidéo c'est des tellement mon Guignols. état d'esprit, Avec ça. une vidéo des Guignols. Non, mais quel souvenir vous avez-vous de François Bayrou? La claque qu'il donne aux gosses. Ouais, absolument, en 2007. 5, non 2002. 2007, 2007. 2002, Non, non, c'était 2002, sa Ah première bon campagne présidentielle. 2002, Ah, quand je il colle une tarte. Un an, ça fait. On l'a regardé en live. J'avais un an. Bayrou a filé une tarte à un gosse. Mais du ouais, coup, c'est un souvenir effectivement. internet plus qu'un souvenir réel, quoi. Parce que c'est resté dans la culture Alors, internet. souvenir réel, moi je l'ai rarement vu, hein, François Bayrou, on dîne pas ensemble souvent. Non, et mais tout, quand j'ai un donc, souvenir réel, c'est pas un truc que j'ai vécu dans les médias ou dans l'instant politique. C'est rentré dans la culture internet. Ouais, ouais. Non, moi je me souviens de sa campagne de 2007 où il y avait une hype François Bayrou réelle. Il fait Il a- 18%. Hein. Il a fait 18%. Hein. Et c'est franchement pas rien. Il a fait 18%. Il n'a pas pu se qualifier au second tour parce que c'était Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Mais déjà à l'époque, il y avait une percée comme ça d'un centre qui disait il y en a marre de l'alternance UMP-PS, etc. Donc il avait quand même fait 18%. Et je me souviens surtout qu'il a refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour. Ce qui a acté pour un peu la première fois en France une forme de rupture entre un certain centre démocrate chrétien et la droite. Surtout la droite décomplexée de Nicolas Sarkozy que François Bayrou déteste. Mm. Voilà, c'est le souvenir que j'ai. Mais après, c'est parce que j'étais en terminale, je suivais l'élection et tout. Moi, je m'en tiens à mes souvenirs de François Bayrou, c'est les Guignols. Les Guignols. Mais je veux être président. Ouais, Mais la voyez, marionnette des best-of. Guignols de François Bayrou était C'est- particulièrement débile. Avec ses grandes oreilles, etc. Il s'en prenait vraiment cher. Il prenait vraiment cher François Bayrou dans les Guignols. Il paraît même qu'il l'a très très mal vécu et qu'il a hésité à abandonner la politique à cause de ça. Ah ouais. Ouais, j'ai vu ça dans une interview où il parlait à ses équipes et qu'il était déprimé, qu'il se sentait humilié. Bon, en même temps, les Guignols, je pense qu'ils ont flingué pas mal de monde. Moi, j'y crois pas une Mais, seconde. Quel mais moral. il nous manque les Guignols. Ah oui. Ah oui, de ouf. Bah, il y a les marioles. Non, c'est bon, j'arrête. Donc ouais, comment vous dire, François Bayrou est un centriste démocrate chrétien. Il a commencé sa carrière dans les années 70 auprès de plusieurs ministres, notamment Raymond Barre. Il a gagné ses premières élections en 1982 à Pau. Il a toujours été de Pau, hein, ça n'a jamais changé. Toujours à Pau. Il est entré au gouvernement en 93 comme ministre de l'Éducation d'Édouard Balladur. Il a été 3 fois candidat à la présidentielle, 2002, 2007 et 2012. Il a fondé le MoDem en 2007 sur les cendres de l'UDF qu'il a quitté, puisque l'UDF s'est scindé en deux. Entre ceux, l'UDF c'était l'Union pour la démocratie française, c'était les centristes libéraux européens, héritiers de Giscard d'Estaing. Et il y a la moitié qui a accepté de faire alliance avec le RPR pour fonder l'UMP, et l'autre moitié qui s'est barrée en fait avec François Bayrou pour faire le MoDem, donc le mouvement démocrate. Il est maire de Pau depuis 2014. Il a été garde des Sceaux en 2017, ministre de la Justice pendant seulement 1 mois. Parce qu'il a ensuite été contraint de démissionner, rattrapé par l'affaire des emplois fictifs d'attachés parlementaires du MoDem au Parlement européen, affaire pour laquelle il a été personnellement relaxé en automne 2023, mais son parti, le MoDem, a lui été condamné. Et depuis 2020, il est haut commissaire au plan, ce qui est un poste un peu nébuleux, qui ne parle pas à grand monde. Il s'occupe de la question de la prospective et de la planification pour le gouvernement, mais franchement, c'est pas un ministre très en vue. Il n'a pas du tout les pouvoirs d'un ministre de l'économie, par exemple. Il est très loin de ça. Emilio? Ouais, non, je voulais juste dire un truc, parce que là, en fait, tu as fait sa petite fiche Wikipédia. Ouais. Mais du coup, quand on parle d'un homme politique, je voulais juste dire ça pour parler des politiques qu'il a mis en place vite fait. Vas-y. Notamment quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il était donc dans le gouvernement Balladur d'abord, puis le gouvernement Juppé. Décidément, on en revient toujours à Alain Juppé aujourd'hui. Quand il était ministre, il avait notamment bataillé pour réformer la loi Fallou, dont je ne vous expliquerai pas concrètement ce que c'est, mais en gros, il voulait déplafonner le montant que les collectivités locales pouvaient verser en subvention à l'enseignement privé. Voilà, c'était son combat. Et finalement, il a reculé devant les mobilisations, mais ça a été l'un de ses principaux combats. Et à ce C'était lui moment-là, le ministre à ce moment-là? ouais, c'est lui qui était Au moment ministre. de la loi Fallou? Ouais, non, lui, il voulait la détricoter justement. Ah, ok, Il d'accord. voulait détricoter cette loi, et c'est aussi à ce moment-là où le gouvernement Balladur a fait énormément de privatisation. Ils avaient privatisé la BNP, Elf Ouais. Et compagnie. Et donc François Bayrou, il a participé et soutenu à tout ça. Voilà. Absolument. François Bayrou n'est pas un homme de gauche.
pour ceux qui se posaient la question. Mais par contre, est-ce que pour autant c'est un homme de droite? On pourra en discuter. Puisque je parle des privatisations, après en 2007, je crois, au 2005, il est devenu contre la privatisation, cette fois des autoroutes. Voilà. C'est son en même temps à lui. Et puis, il y a une question aussi qui a été posée dans le chat que je trouvais intéressante, c'est que pas mal de personnes ne savent pas concrètement ce que ça veut dire démocrate chrétien. C'est une tradition politique particulière. Si Jean ou d'autres voulaient revenir dessus, je trouve ça intéressant. La démocratie chrétienne, pour moi, elle est très très attachée au protestantisme et plutôt à l'Europe du Nord. Hein. C'est vraiment les Allemands, c'est-à-dire que ce sont des modérés. Ce sont des modérés qui sont pour l'action sociale, qui sont pour la solidarité, qui ne sont pas pour autant des marxistes, qui ils n'appartiennent pas à la philosophie marxiste, pas des révolutionnaires pour un sou, plutôt des modérés, tendance conservateur sur les mœurs, mais tendance solidaire sur le modèle social qui est défendu. Quoi. Tout à fait. Moi, je voulais rajouter, par exemple, qu'à l'échelle de l'État-providence, donc de l'État qui fournit des prestations sociales, il y a plusieurs modèles. Il y a ce qu'on appelle un modèle social-démocrate, un modèle démocrate chrétien et un modèle libéral. Et dans le modèle démocrate chrétien, on voit bien cette double tendance parce qu'en fait, il y a une tendance plutôt sociale avec le fait de reverser des prestations et en même temps un modèle plutôt conservateur et patrimonial où en fait, on va s'attacher au fait que ce soit ceux qui cotisent, notamment le bon père de famille, et qu'après on a un espèce d'autre système à côté qui est plus celui de l'assistance sociale mais qui est fait de conditions, qui est plus difficile d'accès, et donc du coup il y a dans la démocratie chrétienne cette double vitesse, un penchant social, charitaire, mais qui est conditionné à un modèle plutôt patriarcal et patrimonial. Quoi. Et il y en a dans le chat qui font remarquer que plusieurs années plus tard a été créé un autre mini-parti qui s'appelle le Parti chrétien-démocrate, fondé par Christine Boutin. Effectivement, elle a vrillé le cerveau de beaucoup de gens avec ce parti parce que le parti Christine Boutin n'a rien de chrétien-démocrate. Elle se revendiquait de cette tradition de modération, etc. Christine Boutin est une femme d'extrême droite, est une femme... C'est une intégriste catholique. Intégriste catholique, qui aujourd'hui est beaucoup plus proche des milieux... Elle soutient Éric Zemmour, en fait. Voilà. Elle soutient Éric Zemmour, et non, puis même complotiste. Complotiste anti-vax, etc. Oui, non, elle est complètement vrillée et tout. Et Civitas. Donc oui, voilà, elle avait créé un parti qui s'appelait le Parti chrétien-démocrate, mais je vous en supplie, oubliez-le, il n'a rien à voir avec la démocratie chrétienne. Mais c'est comme Éric Ciotti qui crée l'UDR, tu vois. Va expliquer aux jeunes après c'était quoi l'UDR dans les années 50 quand t'as un Éric Ciotti qui crée un parti qui s'appelle UDR, quoi. La fatigue. Donc voilà, nomination, revenons dessus, chers amis. François Bayrou a été nommé Premier ministre. Est-ce que c'est vrai que François Bayrou a tordu le bras d'Emmanuel Macron pour lui arracher sa nomination à Matignon? Ou est-ce que ça, c'est un fantasme de communication des proches de François Bayrou pour justifier une espèce de cohabitation, je sais pas quoi? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. La presse s'est fait l'écho d'un rendez-vous vendredi matin la semaine dernière entre François Bayrou et Emmanuel Macron, qui l'avait appelé avant pour lui signifier qu'il ne serait pas nommé à Matignon et qu'il allait nommer. Alors, selon les infos des uns et des autres, ce serait soit Sébastien Lecornu, qui était ministre des Armées, ou Roland Lescure, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est plutôt quelqu'un dit de l'aile gauche du PS. Voilà. Antiraciste. Pas du PS, pardon, de la Macronie. Il était venu nous l'expliquer sur le plateau de Backseat. Si tant est que l'aile gauche de la Macronie existe. Bref, du coup, visiblement, il s'engueule très fort. François Bayrou claque la porte en lui disant « Si tu me donnes pas, je vais appeler à ta démission comme les Insoumis et le RN. Je vais passer dans ton opposition, blablabla. » Un quart d'heure après, Macron l'aurait rappelé pour lui dire « Je vais te nommer. » Ça, c'est la version qu'on a dans les médias. Ouais. Je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse. En tout cas, je sais qui elle sert, cette version. Je sais qu'elle sert François Bayrou et peut-être même Emmanuel Macron pour laisser prétendre comme une odeur de cohabitation. J'ai notamment été marqué par une intervention sur BFM TV de Roselyne Bachelot, donc une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, notamment, ministre de la Culture avant sa réélection, je crois, en 2022 ou juste après, je ne sais plus. Et Roselyne Bachelot, elle dit à la fois qu'elle pense que c'est une pièce de théâtre qui a été jouée, parce que ça sert les intérêts des deux, et elle dit même qu'elle le pense, mais qu'elle a aussi des informations. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. Elle ne donne pas de source. Non, elle ne donne pas de source, mais comme elle vient de ce milieu aussi, oui. On peut laisser penser qu'elle dit quelque chose peut-être de vrai. Après, ça peut être étonnant de la part d'Emmanuel Macron, qui en général n'aime pas trop qu'on lui torde le bras et passer pour le mec un peu faible dans le débat public. Je sais pas où ça en est, mais en tout cas, le narratif sert clairement l'idée qu'il pourrait y avoir un changement de politique entre Michel Barnier
et François Bayrou, ce que je ne crois pas. Et Ouais. pour moi, ça, on le verra dans les actes, on le verra dans les projets de loi. On verra si François Bayrou entreprend effectivement un retour sur la réforme des retraites. On verra s'il rentre dans le clash face à Emmanuel Macron. J'imagine qu'Emmanuel Macron le fera savoir, qu'il n'est pas content, etc. On verra. Toi, tu y crois à cette hypothèse? Mais Moi, de toute façon, j'ai vas-y. j'ai du mal à enfin, j'y crois pas pour un sou, sans être totalement convaincu de mes lignes, mais dans le sens où, quand on connaît la politique du MoDem en termes de budget, d'austérité, quand on voit le comportement qu'il a dans ses tractations à droite, à gauche, enfin, je veux dire, là, toute la gauche institutionnelle a claqué la porte de la réunion qui a été proposée là il y a quelques heures, parce que voilà, Bayrou a été assez clair sur le fait que, notamment sur le budget, en fait, il n'allait pas revenir de manière grandiloquente sur par rapport à ce qui a été proposé pour Barnier, et il a même dit qu'il se réserverait l'usage d'un 49.3. Donc en fait, tant sur les pratiques démocratiques que sur le contenu en termes d'austérité et de budget, moi, j'y vois pas de grand changement. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de pipotage médiatique qui vient en fait nous faire un conte sur Bayrou, cette espèce de soi-disant homme providentiel. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est simplement que Macron est faible et qu'il est tellement faible qu'il ne peut pas se passer du soutien du MoDem. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas croire et s'illusionner avec ce pipeau médiatique. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentiel dans une crise politique comme celle-ci. Et qu'en fait, pour moi, le macronisme, ça a été un petit peu un accélérateur à particules de la déliquescence de la Ve République, qui a une crise de légitimité auprès de millions de personnes en France, quoi. Donc c'est le caca, c'est tout. Namou, est-ce que toi aussi tu trouves que c'est la preuve qu'on a un Emmanuel Macron plus isolé que jamais? Bah oui. On le voit aussi au niveau de ce qui a été avancé sur la potentielle menace du retrait du MoDem au sein du groupe de coalition avec les macronistes. Sans le MoDem, sans une partie des députés LR qui veulent bien continuer de suivre un peu la Macronie selon leur bonne volonté, bah Emmanuel Macron, il est tout seul. Et même au sein de son propre parti, il est remis en question. La manière dont il a l'air de diriger de manière totalement isolée et comme le Jupiter tout puissant qui ne consulte pas ses proches avant de faire une dissolution, par exemple. Je pense que là, il est vraiment plus que jamais esselé. Pour revenir sur ce que disait Safia, moi, avant la nomination de Bayrou, j'y croyais pas à l'hypothèse Bayrou, et après la nomination de Bayrou, j'y crois toujours pas à l'hypothèse Bayrou. Je vais être très honnête, ça fait plusieurs jours que vraiment je m'interroge, je dis, je suis désolé, je ne vois pas un modèle du Rubik's Cube qui réussit à fonctionner. Je vois pas en quoi il est différent de Barnier. C'est pour ça aussi qu'on a souhaité cette semaine recevoir Erwan Balanan sur le plateau de Backseat, parce que c'est un proche de François Bayrou depuis longtemps, et que voilà, on a aussi envie de lui poser cette question à lui, de comment est-ce qu'il voit les choses se faire compte tenu de l'Assemblée nationale. Emilio, on a vu aussi que François Bayrou a proposé à des chefs de parti de rentrer dans le gouvernement. Alors, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, François Bayrou, après avoir rencontré un à un tous les partis dont il espérait éventuellement les faire rentrer à son gouvernement, il a fait un format d'Élysée, c'est-à-dire en gros, il a mis tout le monde autour de la table pour discuter. Il se trouve que j'ai fait mes devoirs avant l'émission, j'ai appelé des gens qui ont participé à cette réunion. Alors c'est fun, hein. En fait, il a rien dit, François Bayrou. Il a rien dit à part que, bon, le 49.3, je vais peut-être continuer à l'utiliser. Il a rien dit sur le fond, mis à part le fait qu'il envisage de mener un chantier de réflexion sur la question des retraites. Ça pourrait être une pseudo-conférence sociale avec les syndicats pendant 8 mois. Par contre, en attendant, il ne suspend pas la réforme des retraites et son application. Et à la fin, il leur dit, si vous n'êtes pas d'accord, on continue sur la réforme qu'on a décidée. Donc, à la fin, les partis de gauche qui sont allés, c'est-à-dire les écologistes, les socialistes et les communistes ont claqué un peu la porte en disant il se fout de nous, François Bayrou, même si je pense pour avoir discuté avec eux, ils n'y croyaient pas énormément, mais ils se disent qu'il faut continuer à aller voir pour essayer de voir jusqu'où il va aller. En gros, François Bayrou, lorsqu'il les avait vus de façon individuelle, il leur avait de toute façon signifié sa volonté de continuer à travailler avec les Républicains, donc de les garder dans sa majorité. Pour garder les Républicains, ça veut dire qu'il ne faut pas trop que ce gouvernement bascule vers la gauche. C'était une menace des Républicains. Si ça va trop à gauche, on s'en va. Donc sur le fond, visiblement, il a rien dit, ou en tout cas rien promis de changer. Et donc pour l'instant, ce que dit la gauche, c'est que la censure
j'allais dire de Michel Barnier, non, de son successeur, de François Bayrou, elle se profile en tout cas pour les partis de gauche qui semblent désormais maintenant unanimes sur le fait que François Bayrou ne changera rien. Moi, je voudrais bien réagir sur ce que disait Emilio. Je trouvais ça très intéressant, juste qu'on développe un peu cette idée qui a été sortie du chapeau de conférence sociale dans cette réunion, parce que j'ai l'impression que parmi tout ce qui a été discuté, c'est peut-être l'élément le plus politique, en fait. Et le seul truc nouveau. Mais je crois qu'il n'a même pas prononcé le mot. Hein. Il a dit on va lancer un chantier. Oui, qui est un peu les chefs de parti, un peu les syndicats représentants des travailleurs, le MEDEF et les syndicats du patronat, parce que il y a quand même quelque chose en discutant de ce gouvernement Bayrou qui dit « Moi, je vais faire un gouvernement de personnalité parce qu'on est tous des stars, ok, en France, pas du tout. » Je veux dire, il y a peu de matière quand même, et moi, je le vois même en tant que chroniqueuse ici, moi, je me sens dépossédée de faire une bonne analyse parce que je trouve qu'il y a peu de matière à réagir, à réaction, parce qu'en fait, on est face à un gouvernement qui a même pas encore un gouvernement, mais il y a des éléments d'amateurisme, de flou. On nous propose des personnalités alors qu'on traverse une crise de régime de la Ve République. Et surtout, là, la conférence sociale, l'objet, donc ce que je vous ai dit là, qui réunit un peu tout le monde, les syndicats de travailleurs, le patronat et les partis, c'est qu'en fait, les amis, on traverse une vague de licenciements massifs dans le pays, d'accord ? Il y a une crise par rapport à l'économie réelle qui est absolument folle. Il y a des ouvriers, des travailleurs tous les jours dans ce pays qui se demandent si leur nom va être sur la prochaine liste de gens qui vont être licenciés, d'accord ? 300 plans sociaux. C'est énormissime. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était pendant la crise de 2008. C'est très grave ce qui est en train de se passer en France et vous vous rendez compte de la place qui est laissée à ce sujet en période de crise politique. Et en cela, moi, je vois bien le décalage que ça crée avec les gens, même avec moi-même. En fait, je me sens vide d'analyse parce que, de toute façon, face à cette instabilité gouvernementale, il y a rien à attendre, en fait, du gouvernement. Et pour beaucoup de gens, c'est cela. Et du coup, il y a ce décalage entre la vie réelle, les gens qui redoutent justement ces plans sociaux massifs partout dans le pays, et un gouvernement d'amateurs qui dit, soi-disant, nous, on a des stars à vous sortir du chapeau. Non, mais c'est quoi ça ? La question du gouvernement de personnalité, c'était l'idée qu'avait émise François Bayrou. On l'attend toujours, sa liste. J'aimerais bien rebondir sur ça, d'ailleurs, parce que Bayrou qui parle d'aller chercher des personnalités de la politique comme si c'était la solution miracle, magique. Peut-être aussi essayer de se mettre un peu en contraste par rapport à ce que Barnier avait fait, c'est-à-dire qu'on avait un gouvernement un peu d'inconnus. Mais en fait, la différence entre Barnier et Bayrou, c'est que j'ai l'impression que Barnier est arrivé avec un cap clair. Bon. Il avait une idée de ce qu'il voulait mettre en place. Et là, avec Bayrou, ça fait plusieurs réunions qu'on ne sait toujours pas ce qu'il compte mettre en place, quels sont les premiers chantiers auxquels il va s'atteler. Tout ça, c'est vraiment flou. Et comme tu le disais, la plupart des Français, ils attendent ça, en fait, plutôt que d'avoir Rachida Dati nommé, machin. Enfin, c'est vraiment... On perd du temps, en fait, sur ce genre de discussion. Et malheureusement, c'est ce qu'il a essayé aussi de mettre en avant pendant cette réunion cet après-midi avec les chefs de parti, en leur proposant, en fait, de rentrer dans le gouvernement. Mais enfin... Est-ce qu'on essaie de créer un gouvernement de parti ou est-ce qu'on essaie vraiment de faire en sorte que les choses changent ? Je sais pas. Non, ils essayent de sauver le régime. Alors, il y a quand même une proposition concrète qui a été mise sur la table par le nouveau Premier ministre François Bayrou. Il a eu l'occasion de l'annoncer depuis son fauteuil de maire de la ville de Pau. C'est la remise en cause du cumul des mandats, qui a l'air d'être une priorité pour le nouveau Premier ministre. Le cumul des mandats... Cumul des mandats, c'est le fait d'avoir des mandats différents. Ça a été rendu impossible depuis une loi qui a été votée en 2013 et qui interdit du coup le cumul des mandats entre un mandat de parlementaire, donc député ou sénateur, et un mandat exécutif local, donc maire, adjoint au maire, président ou vice-président de conseil départemental ou régional. François Bayrou veut s'attaquer à cette loi pour revenir en arrière et permettre à des maires d'être élus députés et à des députés d'être élus maires. Il s'est fait allumer, François Bayrou, depuis son conseil municipal par un de ses opposants. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Bonjour, mesdames, messieurs. On n'est pas là pour faire du show, monsieur Bayrou. On n'est pas là pour
transformer cette assemblée en plateau de télé. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre vocation. On n'a jamais, me semble-t-il, eu ce comportement ici-là. On est là pour parler de sujets sérieux, graves, et qui concernent nos concitoyens. On est là pour porter une parole critique. Moi, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place, M. Bayrou. Moi, je considère que le fait que vous soyez venu ici, c'est une faute politique. Voilà, on n'a pas retrouvé le nom de ce conseiller municipal qui parle de faute politique à propos de François Bayrou et du fait qu'il ait décidé, alors qu'il était nommé Premier ministre, de venir siéger en tant que président du conseil municipal de Pau. Bon, il y a eu pas mal de critiques quand même qui ont été émises jusqu'à Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui a considéré qu'il aurait été mieux à sa place dans un avion vers Mayotte plutôt que à discuter des illuminations du sapin de Noël de Pau. Qu'est-ce qu'il nous fait là, François Bayrou? À quoi il joue? Il fait que des conneries depuis une semaine en réalité, François Bayrou. C'est incroyable. Et je pense que c'est absolument dramatique parce que tout ça, ça va avoir des conséquences. Je trouve qu'il y a une phrase intéressante qu'a dit Olivier Faure en sortant de la réunion aujourd'hui avec François Bayrou. Il a dit en fait, François Bayrou et ses amis macronistes, ils nous demandent de les regarder gouverner. Et ben en fait, je pense que il a bien résumé la situation. Il se trouve que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête des élections, pas de beaucoup, certes, mais il est arrivé en tête. Donc ils estiment devoir légitimement gouverner puisque c'est la démocratie à parler. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc avec François Bayrou qui n'est issu d'aucun des, enfin qui n'est pas issu du camp des vainqueurs ou en tout cas de ceux qui peuvent prétendre être arrivés en tête. Et on retrouve François Bayrou, donc Premier ministre, qui va dès sa nomination dans la ville dont il est maire, pour annoncer qu'il veut revenir sur un élément qui a permis au macronisme d'exister. Comment? Au macronisme d'exister. Au macronisme d'exister, bah oui. pour une part, et deux, qui a surtout permis de créer aussi avec les citoyens, de recréer un peu de lien avec les citoyens, au sens où ils en avaient marre justement de ce cumul des mandats, où ils avaient l'impression que les gens étaient là que pour des postes, en fait. Et François Bayrou, donc le premier acte politique qu'il pose, c'est allez, on revient sur ce qu'on a fait et on supprime le cumul des mandats. Je pense que c'est désastreux pour l'image de la politique aujourd'hui et on va le payer cher. Mais qui il essaie de draguer avec la remise en cause du cumul des mandats? Pardon, mais à qui s'appelait la remise en cause du cumul des mandats? La droite. Ça s'appelait à la droite. Les Républicains s'appelaient, et enfin encore quand je dis s'appelait, c'est pas prioritaire pour eux non plus. Il n'y en a pas un seul qui dit que c'est une priorité dans ce pays de remettre en cause le cumul des mandats. Pour moi, ça plaît à tous les partis en crise profonde traditionnels, les Républicains et les partis socialistes, qui ont toujours fondé leur financement et leur soi-disant grandeur sur cela, sur le local, sur le national. Mais c'est un peu passé de mode. Donc en fait, au-delà de qui il essaye de draguer et au-delà des baronnies locales, moi je pense qu'il essaye de se draguer lui-même. Il y a peut-être un petit enjeu carriériste. Peut-être le monsieur se dit peut-être que ça va pas durer longtemps, mon aventure à Matignon. Peut-être qu'il faut que je reste à Pau. Je précise que ce n'est pas illégal pour un ministre, fût-il le premier, d'être maire, parce que l'interdiction du cumul des mandats ne concerne que les élus, députés, sénateurs, avec les mandats locaux. Les ministres ne sont pas élus, ils sont nommés, ils n'ont pas un mandat, ils ont une fonction. Bon, voilà. Il me semble que ce n'était pas arrivé depuis 30 ans qu'un Premier ministre était aussi maire. Un Premier ministre lui-même, non, c'était jamais arrivé, mais les autres avaient eu la politesse de démissionner. Des ministres, par contre, c'était déjà arrivé. Pierre Mauroy avait été Premier ministre et maire de Lille lorsqu'il est nommé par François Mitterrand, et il me semble qu'Alain Juppé avait été maire de Bordeaux quand il était ministre de Chirac. Ma question, c'est est-ce que ces messieurs allaient animer leurs conseils municipaux? Je crois pas, je crois qu'il laissait ça à un adjoint. J'étais pas né. Non mais tu vois, c'est vraiment, moi j'ai vu un Premier ministre, j'ai vécu suffisamment vieux pour voir ça, un Premier ministre en exercice en train de présider un conseil municipal, c'est incroyable. Autre truc qui est important quand même sur le cumul des mandats, c'est que François Bayrou, il a été contre pendant longtemps le cumul des mandats. Oh, oui. François Bayrou a été, et je continue à croire qu'il est au fond de lui sincère et sincèrement démocrate, s'il voulait aussi un renouvellement démocratique, etc. Il a été contre le cumul des mandats lorsqu'il était un challenger du système. Parce que ce que fabrique le cumul des mandats, au bout du compte, ce sont des hégémonies et des baronnies.
c'est le Parti socialiste avec ses éléphants, qui sont tout puissants dans leur département, leur région, et qui se retrouvent à Paris de facto à co-diriger le parti ensemble, dans les gouvernements dès que le PS est au pouvoir, etc. Pareil à l'UMP, avec les baronnies de droite, avec des gens tout puissants en leur terre, qui font et défont les carrières, avec l'obligation que tu as quand tu es un jeune qui débarque en politique d'être affilié à un grand, à un gros, à un cumuleur, à un cumulard de mandats, etc. François Bayrou, dans les années 2000, il était contre ce système-là. Il voulait faire exister un centre indépendant contre l'UMP et le PS, entre les deux. Et donc, à l'époque, en toute logique, il était contre le cumul des mandats. Mais apparemment, il s'en souvient plus. J'ai vu une vidéo où il a interrogé justement, mais François Bayrou, avant, vous étiez contre le cumul des mandats. Et il dit, bah non, pas du tout. Pas du tout. Oui. Et après, il est relancé. Il dit, bah si, c'était en 2007, c'est dans votre programme. Et là, il dit, oh bah je sais plus. Ouais. Mais ça remonte à encore plus longtemps. Il a commencé à en parler dès 1985, quand il y avait un projet de loi justement contre les cumuls des mandats, et c'était l'un des premiers à se positionner à la télévision contre. Donc il faut préciser que c'est le Parti socialiste, du coup, qui, même s'ils en ont longtemps profité, qui a aboli le cumul des mandats. Bien sûr, c'est le PS de François Hollande qui a voté une loi, c'est dans le programme de François Hollande, l'abolition du cumul des mandats. Ça a gueulé en interne, comme vous imaginez pas, tous les cumulards du PS qui devaient toute leur carrière à leur cumul, machin, etc. J'en ai fait les frais, À l'époque, j'étais un militant anti-cumul des mandats, donc je me suis engueulé avec tous ceux avec qui je devais m'engueuler. Finalement, la loi a été votée, elle a commencé à être appliquée, et aujourd'hui, le cumul des mandats est interdit. Et j'ai l'impression que la planète continue à tourner normalement. Mais ça, c'est mon opinion. Ça, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de problème. Ce que disent les pro-cumul des mandats, notamment François Bayrou, c'est que en empêchant les députés d'être maires en même temps, on a coupé le Parlement d'un lien avec la population et avec le territoire, parce que semble-t-il, seul le mandat de maire confère le lien, ce lien un peu magique. Ça m'énerve. Non, tu n'es pas élu local. Je suis désolé, tu n'es pas maire. Safia, tu as perdu le lien. Tu peux pas cumuler. Tu n'as pas le lien. Maire et chroniqueuse de Non, Brexit. mais c'est ouf. Faut tellement être un gros bourgeois pour dire ça. Enfin, genre, en fait, c'est genre, t'as besoin d'être, en plus, maire. Enfin, genre, tu sais. À quel moment, maire, en plus, ça t'apporte une... Oh, waouh. C'est un prétexte. Non, mais attention, on a énormément de respect pour les élus locaux, les maires, etc. Il ne s'agit pas de dire qu'ils n'ont pas le lien, alors, etc. Pas maire. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est que moi, je dis, si vraiment tu veux garder ce lien magique, reste conseiller municipal, c'est très bien. Mais maire, c'est un boulot à plein temps, en fait. Maire, c'est un boulot pour beaucoup à plein temps, et c'est lourd, et c'est dur. Et en plus, c'est un boulot dur, maire. Enfin, vraiment, bravo à tous les élus locaux qui se battent pour leur territoire, etc. Mais non, vous n'avez pas besoin d'être maire pour avoir un lien magique avec les Français et la population. Voilà, vous pouvez juste être quelqu'un de normal. Vous pouvez avoir été maire pendant 10 ans. Votre lien ne va pas se couper dans la nuit de votre démission. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes toujours des gens sincères, honnêtes et tout. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas neutre sur ce sujet parce que je suis profondément contre le cumul des mandats et que ça me rend malade déjà qu'il soit remis sur la table, et surtout ça me rend malade qu'il soit remis sur la table de cette manière-là, à ce moment-là. Enfin, je veux dire, en plein drame de Mayotte, avec des discussions avec les partis politiques qui n'avancent pas, on n'a pas de gouvernement. En fait. C'est tout sauf la priorité. On n'en est pas là du tout. Il aurait annoncé le lancement d'une grande conférence sociale, etc. C'est déjà mieux. On avance un peu. Enfin, je sais pas, on commence à discuter, quoi. Mais Et puis pourquoi, en vrai, François Bayrou, il dit que c'est un échec le cumul des mandats. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des macronistes qui sont au pouvoir depuis 2017, et il se trouve que lorsqu'ils sont allés chercher les candidats pour les législatives, pour faire des députés, donc, ils n'ont pas pris les gens qui étaient implantés localement. Ils ont pris des gens qui étaient candidats, mais qui n'avaient pas forcément d'ancrage, surtout qui n'avaient pas forcément fait de politique. Donc en fait, ils connaissaient pas vraiment le territoire dans lequel ils étaient élus. C'est pas vrai pour tous, hein. Je caricature, mais donc c'est ça la pratique du mandat de député par les macronistes. Et il se trouve que j'en ai discuté avec des députés qui sont là depuis 2017, qui ont connu l'arrivée des macronistes à l'Assemblée, et il se trouve qu'il y en a un qui m'a raconté, c'est Boris Vallaud, je peux dire son nom, parce que il l'a dit dans une interview qu'on a publiée dans l'Humanité. Boris Vallaud, c'est le patron aujourd'hui des socialistes à l'Assemblée nationale. Et à l'époque, il croisait des députés qui lui disaient mais Boris, moi je n'ouvrirai pas de permanence parlementaire, ça sert à rien. Mais tu les reçois vraiment, les gens ? Mais vraiment, mais quand ils envoient des courriers, mais tu leur réponds. Et en fait, voilà, je pense que cette anecdote résume à peu près le lien qu'avaient les macronistes de 2017 avec le terrain. Il se trouve que ça a un petit peu changé en 2022. Je pense qu'ils s'en sont rendus compte de cette déconnexion totale. Et donc, ils sont allés aussi chercher quelques élus locaux
pour être député. Je pense notamment, alors c'est pas le meilleur, hein, mais Carl Olive, le maire de Poissy, voilà, lui il était maire et il a décidé d'être député. Donc il a au moins, on peut lui accorder au moins ça, il a un ancrage local. Il y avait même un député macroniste en 2017 qui avait dit à la presse, moi je n'ouvrirai pas de permanence locale, ça sert à rien, je fais pas dans le social moi. Sous-entendu, venez pas me raconter vos problèmes. Moi, je suis député, je suis pas là pour vous aider. Alors qu'une permanence de député, c'est un service public, en fait. C'est devenu par la force des choses. C'est un service démocratique. Et puis oui, pour beaucoup, c'est un bureau de filer un coup de main à des gens qui sont perdus dans le système bordélique de nos administrations et qui savent plus vers qui se tourner. Et donc, ils vont voir le député. Donc voilà, bref. Mais ceci étant, enfin, ne soyons pas non plus... ne disons pas non plus n'importe quoi sur le non-cumul des mandats. C'est-à-dire qu'une personne qui est maire de sa ville depuis 20 ans, une personne qui a réussi l'alternance, par exemple, qui a fait basculer sa ville dans un nouveau camp, qui est à la tête de sa ville pendant 20 ans et qui devient député, il démissionne de son poste de maire, mais il ne perd pas toute son influence dans la ville. Il y en a même qui gardent un bureau à la mairie. Il y en a même qui gardent en réalité la main sur les affaires locales. Il y en a même qui gardent le bureau du maire. Qui garde le bureau du maire, c'était Serge Dassault. Oh, mais je le citerai pas, mais j'ai des députés qui m'ont dit qu'ils avaient gardé le bureau du maire. Faites semblant au moins les gars, s'il vous plaît, aidez-nous. mais voilà, donc bon bah c'est le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça c'est de l'influence locale. Le mec il est puissant. Bon bah voilà, il tire les ficelles depuis Paris, etc. On se doute bien qu'il arrête pas d'être maire du jour au lendemain et que parfois ça peut prendre du temps. Et puis parfois ça peut permettre une passation du pouvoir et ça peut permettre aussi de faire monter une nouvelle génération. Ça peut permettre de féminiser. Enfin bref, ça fait respirer le non-cumul des mandats. Et voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, chers amis, on continue à parler de là où en est François Bayrou, qui doit composer un gouvernement peut-être avant la fin de la semaine, peut-être avant dimanche, on n'en sait rien. Après, c'est Noël, est-ce qu'il va essayer de se presser parce que c'est les fêtes ou pas? Est-ce que le RN est toujours en position de faire la pluie et le beau temps, comme c'était le cas avec Michel Barnier? Safia, t'en penses quoi? Bah ouais. Alors, je m'explique. Vas-y, parce que... Quelle analyse. Maintenant qu'ils ont censuré, ils ne se sont pas un peu éliminés du game? Alors, tout d'abord, sur la question de censure-non-censure, pourquoi est-ce que le RN a des effets un peu d'hésitation, de virevoltage, virevoltement? Ouais, je parle pas français ce soir, c'est pas grave. Il faut voir les contradictions internes au sein du Rassemblement national. Déjà, on a d'un côté Le Pen qui essaye de présenter une voix populiste, populaire à défaut, et franchement... faut voir le niveau du truc, et Bardella qui, ces derniers mois, a essayé d'incarner une voix plus patronale, vu qu'ils étaient à l'approche du pouvoir, plus agenda du MEDEF, etc. À l'Assemblée nationale, cette quête vers la respectabilité du pouvoir et du patronat a créé une contradiction, puisque quand du coup le RN hésitait à censurer le gouvernement Barnier, les bases plutôt populaires du Rassemblement national, elles étaient totalement acquises au fait de vouloir censurer le gouvernement, et ça crée une profonde contradiction au sein du Rassemblement national, et je crois que la contradiction au sein du Rassemblement national qui a eu lieu pendant le débat sur la censure du gouvernement de Barnier, est en train de se rejouer pendant le débat sur une éventuelle censure de Bayrou, si ce n'est que la différence, c'est que Bayrou, dans sa volonté de mettre des stars au gouvernement, il est dans une dynamique un peu plus approfondie, je pense, que Barnier, de tracter la gauche comme la droite. Et en cela, l'espoir du Rassemblement national de sortir de ses propres contradictions, c'est de voir si Bayrou réussit à mettre autour de lui des personnalités de la gauche modérée centriste et de la droite modérée centriste pour recomposer un espèce de bloc, vous savez, de la bourgeoisie raisonnable, respectable, pro-régime, etc., pour que eux arrivent à réincarner plus facilement leur rôle oppositionnel. Parce que là, c'est tellement la merde en termes de bloc. D'un côté, il y a la gauche, d'un côté, il y a le centre, d'un côté, il y a la droite, enfin, surtout l'extrême droite. En fait, ils essayent tant bien que mal de faire la pluie et le beau temps en termes d'opposition, mais tant qu'il n'y a pas un bloc fort qui incarne un agenda pro-bourgeois, pro-patronat, eux, ils vont rester dans leurs contradictions internes. Voilà mon analyse. Emilio, pourquoi est-ce que le RN a tout intérêt à ce que François Bayrou réussisse à recréer l'UMPS? Alors, déjà, il faut qu'on explique peut-être ce que c'est l'UMPS. L'UMPS était, au moment où la vie politique française était structurée notamment autour de deux partis qui faisaient l'alternance gouvernementale, c'est-à-dire d'un côté l'UMP, la droite, de l'autre le Parti socialiste, la gauche. C'était les partis dominants sur leur camp. Et le RN, pour
essayait d'enfoncer les coins dans cette ultra-domination de la vie politique, répétait que, en gros, l'alternance de droite-gauche, ça ne changeait rien, que c'était la même, et donc c'était l'UMPS. Et donc aujourd'hui, en fait, il se trouve que l'UMPS, si tant est que ça existe, c'est Macron qui l'a créé, en fait, en 2017, en prenant ce qu'il appelle les raisonnables des deux camps, les gens de droite qui sont venus avec lui, et les gens de gauche qui sont du PS qui sont venus avec lui. Aujourd'hui, François Bayrou essaie de faire un peu la même chose que Macron en 2017, c'est-à-dire de dire à ceux qui considèrent appartenir au cercle de la raison, venez avec moi, on va faire des choses ensemble, on va créer un gros bloc ensemble face aux extrêmes, comme ils disent, et notamment le Rassemblement national. Et donc, jusqu'ici, Marine Le Pen, elle était notamment en meeting dans l'Heure le week-end dernier, et ben elle tape pas trop sur François Bayrou, elle est plutôt conciliante. Et pourquoi cette mansuétude ? Et ben parce que Marine Le Pen, elle se dit, cette tambouille politique, elle m'arrange. Ouais. Parce que, à la fin, si ils n'y arrivent pas, et ben c'est pas grave, ça leur aura fait perdre du temps. On aura quand même montré toute cette petite tambouille, cette soupe de logo, comme on appelle, et les résultats, qui est résultante aussi du Front républicain, il ne faut pas l'oublier quand même. Et puis s'il réussit, ce qui en réalité n'arrivera pas, parce que de toute façon on a vu la gauche a déjà dit à Bayrou d'aller se faire voir, et ben prenons cette hypothèse, si ça fonctionne, ça crée un bloc complet qui est au gouvernement et qui prend les politiques, et quasiment un seul opposant, Marine Le Pen. Et donc elle espère pouvoir en tirer les fruits, c'est-à-dire que la prochaine alternance, si ça devait arriver, ce serait le Rassemblement national face à ce gros bloc de Front républicain. Ou face à Jean-Luc Mélenchon s'il est candidat à nouveau. Ou Jean-Luc Mélenchon. Et ça, elle pense de gagner de toutes les manières. Et la France insoumise, en tout cas, c'est l'argument qu'ils opposent pour dire nous, on ne veut pas aller parler avec les macronistes, parce que de toute façon, on ne croit pas qu'on puisse obtenir quelque chose. Et ils disent aussi, on ne veut pas que Marine Le Pen soit la seule opposante à ce bloc dit central. Voilà. Le Premier ministre prononcera son discours de politique générale le 14 janvier prochain. Conformément à la Constitution, ce sera à suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Qu'est-ce qui peut changer d'ici là ? Qu'on va ouvrir nos cadeaux de Noël, non ? Ouais, déjà, ça va être pas mal, ça. Non, déjà, on va tous se reposer, ça va nous faire du bien. Mais politiquement, j'ai l'impression que le jeu est coincé. Je vois pas ce qui va sortir comme cadeau de Noël, François Bayrou au parti. Tu vois pas de star ? Pour que... Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, François Rebsamen. J'ai vu des listes avec François Rebsamen. Marie-Guy Dufay. Ouais. Attention, les stars, ça va piquer les yeux. Non mais vraiment, moi j'ai l'impression que voilà, vous aviez aimé Barnier, vous allez adorer Bayrou. Vous savez que j'adore nos réactions sur le plateau, parce qu'elles sont vraiment à l'image de la séquence politique. Bayrou, c'est le rétrécissement du macronisme sur lui-même. Donc en fait, on voit pas... Au moment où il est le plus faible. Voilà, quelqu'un qui dit Manuel Valls dans les starting blocks. Mais qui veut il attend ça, il attend que le coup. Qui veut monter dans le radeau de la Méduse. Allez, tiens, je prends un ticket maintenant pour le Titanic. Bah non, personne. Donc, Non, mais vraiment, je trouve ça désespérant, d'autant que je n'arrive pas à voir le début du bout d'une solution qui permette d'éviter à François Bayrou ce qui est arrivé à Michel Barnier. Je vois pas, je suis désolé. Le paysage politique, il n'a pas bougé. Le paysage politique n'a pas bougé d'un iota. François Bayrou n'a pas l'air de proposer une méthode radicalement différente de celle de Michel Barnier, qui était déjà un homme de bonne volonté, ouvert d'esprit, venez, on discute, etc. C'était déjà le cas. Ah, tu trouves ? Non, ça aurait pu être mieux. Non mais c'est pas parce que tu les invites 20 fois à discuter. Moi j'ai entendu les écolos dire il y a un moment on va arrêter en fait. Chaque fois on vient à vos réunions, on dit des trucs, tout le monde s'en branle. Il y a un moment on va rester chez nous. Ils continuent d'y aller pour l'instant. Ben, pour l'instant ils continuent d'y aller, mais enfin je comprendrais qu'ils arrêtent d'y aller quoi. Parce qu'on voit pas du tout où ça va aller tout ça. Et je suis comme vous, moi j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir comment ça peut se passer. On verra ça avec Erwan Balanant, tout à l'heure, notre invité politique, qui nous ouvrira peut-être les yeux sur un horizon où le soleil se lève, les hirondelles reviennent au printemps. J'en sais rien. Attends, on l'a refait et t'y crois cette fois. Non, mais Erwan Balanant sera notre invité politique après la pause. Surtout, soyez là pour qu'on en discute avec lui, parce que voilà, il est du MoDem, il est porte-parole du groupe démocrate à l'Assemblée nationale, et donc on est très content de le recevoir parce que justement, il va peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair là où on en est.